Hey, merci Mike, merci d'être là. Ben merci. Salut mon cher. Je suis très content de te rencontrer. Ben moi aussi. Guillaume, Mike Guillaume. Ouais, c'est toi qui nous fait nous rencontrer aussi. Ben oui, c'est ça. Ben bienvenue au deuxième épisode du podcast Répète pas ça. C'est toi qui as trouvé le titre. Ouais, c'est ça. Puis je m'en rappelle pas que c'est moi qui ai trouvé ça. Ben pour ça je te le dis. Okay. Tu me l'as dit après le podcast, après Okay. sous-écoute, t'as dit pourquoi vous appelez pas ça Répète pas ça vu qu'il y a un perroquet. Te souviens-tu, j'avais name droppé le titre à sous-écoute là. Ouais. Rencontrons-nous. C'était quoi? Le rendez-vous. Le rendez-vous. Ouais, ça faisait trop show Télé-Québec hors TV. Là, Ce qu'on veut pas. Non, puis quand je l'ai sorti, j'ai vu comme le public faire comme orc. Ah ouais. Toi ta face qui a fait appelle pas ça de même. Fait que merci pour le titre. Très content. Puis fait que c'est Mike un peu qui a brandé Ben oui, c'est ça, il m'a appelé tout de suite après, il dit hey, rendez-vous, oublie ça là, check, Mike a trouvé ça. Répète pas ça. Genre, on prend ça, c'est bon on ça. prend ça. Mais je te l'avais pas, ben là je te le dis. Ouais, mais c'est cool, je suis content. Puis là j'ai l'impression que je suis trop évaché. Mais toi, là, t'es-tu confortable. Moi, je suis confortable, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que je vais regarder comme une game de hockey ou de football, là, tu sais. J'ai l'impression que je devrais avoir la main dans les culottes. Ben, que dirais-tu quelques degrés? Quelques degrés. Tout en maintenant le confort. Comme ça. Ouais, mais là, tu peux pas t'accoter, là. Je suis jamais à l'aise. Non? Mais là, je suis un peu à l'aise. Ben, il te manque peut-être un coussin. Il te manque peut-être un coussin dans le haut, là. Un chim, là. Tu veux-tu qu'on l'essaye? Ben, on Oui, peut l'essayer. On va peut-être trouver ta position Comme ça. c'est weird. T'as l'air d'un prince louche de quelqu'un. J'ai l'air de quelqu'un qui est comme Weekend chez Bernie, quelqu'un qui est mort, mais que on a juste placé. Pour te traîner au podcast de Longueuil. Mike est mort depuis 3 jours, on le sait pas. Non, mais mets-toi bien, là, je suis mieux. Là, t'es correct, là? Ouais, mais là, en tout cas, t'as l'air plus là, je suis plus allumé. Oui, c'est ça. Yes. Puis, ben c'est ça. J'ai été invité à ton podcast sous écoute. Je suis vraiment content. On a le Godfather des podcasts au Québec. Ben oui, c'est quelque chose. Puis j'en avais parlé de mon podcast parce que Bill l'avait plugué. Puis t'as trouvé ça intéressant. Ouais, j'aime l'idée. Puis t'as dit je veux venir à ton podcast. Puis je suis comme il l'a peut-être dit pour les Kodak. Tu sais, il l'a peut-être dit pour être fin. Puis après ça, après le podcast dehors, je te l'ai redit. T'as dit c'est qui ton premier invité? J'ai dit Yannick de Martino. T'as dit OK, je vais être le deuxième. Ça, c'est mon imitation de toi, là. C'est très mauvais, mais si je veux être le deuxième. Non, on était super contents. Je t'ai appelé tout de suite après. Oui. Donc, c'est ça. Vous connaissez de où? C'est ça. C'est ça la question qu'on nous pose. Moi, j'ai un ami en commun, Antoine Ryan, qui fait mes photos. T'as peut-être vu mes posters de show ou pas, mais c'est lui qui fait, tu sais, super bien léché, là, super hot. C'est un photographe. Okay. Puis, ils ont fait un projet ensemble. Tribe sont allés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Rencontrer une tribu. Ça s'appelle comment la tribu? Les Korowai. C'est un projet de film long-métrage sur lequel je travaille. Puis ça se passe dans une vraie tribu qui vit dans les arbres. Fait qu'il a fallu qu'on trouve la vraie tribu. Il a fallu qu'on crée un village. On construit le set du film qui est à 30 mètres dans les airs. Fait qu'on on est partis tous les deux ensemble parce que moi, je suis un gars qui voyage beaucoup, qui va beaucoup dans des tribus assez Survivor et tout ça. Puis là, je me suis dit, je veux faire une fiction, mais dans une place real, tu sais. Une place dure à trouver. Fait que là, en premier, il fallait trouver cette tribu-là. Puis Antoine, ce gars-là, il venait avec moi, puis là, évidemment, il me présentait à différentes personnes un peu plus tard, dont Alexandre. Il venait chez nous, vu que j'étais coloc avec Antoine, puis il faisait le montage vidéo, fait que je le rencontrais, je me réveillais à midi, puis il était là. Puis j'étais tout le temps un peu « Hey, salut Guillaume! Ouais. » Puis par la suite, je l'ai rencontré quelques fois pour... parce que j'étais un gros angoissé dans la vie, fait que j'ai eu quelques rencontres avec lui de coaching. C'est ça. Moi, dans le fond, mon background, c'est en psycho. Puis je coach des gens. Je coach des entreprises, des équipes, des artistes, des politiciens pour qu'ils atteignent leur objectif. Dépendamment de peu importe c'est quoi l'objectif, on crée la stratégie, le plan, la façon de fonctionner, de réfléchir, de se comporter pour être capable de lever la game à un niveau. Puis y en a-tu des fois qui font je veux de quoi mais que c'est
impossible puis que t'es obligé de dire regarde là tu joueras jamais dans la Ligue nationale, t'as 42 ans problème d'alcool, t'es gras. C'est rare. S'ils se rendent jusqu'à moi, c'est parce qu'ils ont fait d'autres petites épreuves avant. C'est pas des non, c'est ça, il y a pas de tant que ça de déconnexion. Par contre, des fois, il faut tester c'est quoi la marge de manœuvre pour atteindre tel objectif, puis là, ça veut dire que ma job, c'est de trouver les bons objectifs. Il faut que je lise entre les lignes parce que, à un moment donné, un humain, ça a des rêves. Un humain, ça veut être fier de ce qu'il fait. Il faut le trouver, la façon de faire ça. Dans la tête d'une personne, ça passe par une affaire. Parce qu'on on est bien rigide, on veut ça, là, tu sais, c'est que ça. OK, cool. Mais là, on va essayer de regarder si c'est ça, ou il y a une déclinaison possible, ou on vise ça à la bonne place, ça fait partie de la job qu'il y a à faire, tu sais. Fait que, fait que c'est ça que je fais. En gros. Puis c'est ça un peu le concept du podcast, c'est que tu vois notre premier épisode c'était Yannick. Puis il y avait aucune idée, j'ai jamais vu un stand-up de Yannick. T'avais rien vu. Je tombe un peu des nus là, ouais. Fait que puis il va à la rencontre de Yannick, il veut c'est de vous rencontrer puis un peu de comprendre la personne en arrière de l'artiste. OK. C'est ça. Parce que l'idée c'est que les personnalités connues, ben c'est comme on est biaisé là, on a une certaine idée de qui ils sont puis tout ça, mais c'est comme il y a bien plus que ça là en arrière. C'est la facette qu'on voit puis tu te le quittes, puis aussi les gens idolâtrent beaucoup les stars et tout ça, puis souvent les gens se dévalorisent en disant ben eux sont comme ça parce qu'ils ont du talent, puis moi je fais ça parce que j'en ai pas. Fait qu'il y a une dichotomie entre les artistes qui réussissent ou les personnalités puis les autres. Je suis pas d'accord avec ça. Les artistes, c'est ceux qui ont réussi à avoir une certaine stratégie pour amener quelque chose dans qui ils sont puis dans leur business. Puis là-dedans, il y a du show business, t'as de l'argent là-dedans, t'as de l'exposition, t'as de la créativité, t'as des émotions. Puis il faut tout concilier ça ensemble. Et c'est pour ça que je voulais qu'on présente un peu l'arrière-scène de personnalités connues sans passer par le biais qu'on connaît tous. Fait que moi, je te connais pas beaucoup. C'est sûr que t'es un peu difficile à contourner au Québec, on se le cachera pas, mais je peux pas dire j'ai suivi tes affaires, je suis allé voir tes choses. Non, tu sais, j'ai une certaine idée, c'est comme je te dis, c'est impossible pas tomber sur toi, mais je connais pas grand chose. Puis moi, mon intérêt, c'est vraiment connaître. C'est mieux de mais tu vas me le dire, c'est ça. Et moi, ma job, c'est de connaître une personne. C'est ça qui m'intéresse, peu importe qu'elle soit politicien, célèbre, c'est quoi, c'est qui l'humain, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle pense, pourquoi tu penses ça. C'est un peu le ton qu'on veut aller. C'est vraiment te connaître. Parfait. Puis je suis convaincu que la plupart des gens qui te connaissent sur scène, ils savent pas comment tu réfléchis nécessairement. On connaît des symptômes, on connaît ce que d'autres journalistes rapportent que le commentaire. Mais c'est quoi ça? C'est un show que d'autres utilisent pour mousser leur show à partir de personnalités. Puis l'idée, c'est de dire, OK, on bypass tout ça, puis on va t'écouter aujourd'hui. On a des questions pour toi, savoir pourquoi telle affaire, telle affaire. Il y a des questions personnelles. C'est toi qui vas décider si ça te tente de répondre, comment tu veux répondre, puis nous, on va te suivre dans ce que tu as le goût de nous présenter de toi. Parfait. Fait que ton seul défi, c'est de dire les affaires les plus vraies possibles. Parfait. That's it. Il n'y a pas d'autre affaire. Excellent. Puis de pas me faire chier dessus. D'habitude, ça va dans le vertical. Fait que tu devrais être à l'abri. Là. Tu risques plus de te crever un œil avec le panache là, que d'autres choses. Là. Fait que... Il y a bien des éléments, mais... Puis, fait que c'est ça. Fait que, as-tu des questions en commençant? C'est clair. Non, j'ai pas de questions. Je vous suis, puis... Dis-moi donc, pourquoi t'as accepté de venir ici? Parce que j'imagine que tu dois être un peu occupé. Pourquoi t'es venu ici? J'aimais l'idée, l'idée du... Moi, j'ai jamais fait de thérapie, mais c'est tout le temps quelque chose qui m'a intéressé. Okay. Quand j'étais jeune, à l'université, moi j'ai étudié j'ai fait 2 sessions en commerce, puis j'aimais pas ça, mais mon seul cours que j'aimais, c'était la psychologie. Okay. Puis quand j'ai commencé à faire de l'humour, je trouvais un humoriste et un psychologue, c'est un peu la même job, sauf l'humoriste, il juge. Tu sais, on remarque les comportements. Tu penses que le psychologue juge pas? Non, mais il est juste pas bon pour le faire. Mais tu sais, vous autres, au moins, vous méprisez pas. Tandis que nous autres, on regarde le monde, puis là, on note, puis on fait, hey, ça, c'est bizarre, je vais parler de ça. On pèse ce piton-là. Ouais, fait que, moi, si j'avais pas été humoriste,
j'aurais probablement aimé ça. J'aime ça, écouter le monde. Ouais. J'aime ça. Sauf moi, je donne tout le temps des conseils qui sont... Qui marchent pas. ben, pour moi, ils marcheraient, mais tu sais, pas tout le monde est moi. T'sais. Fait que t'as fait un cours de psy, c'était comme un cours aussi. Ouais, c'était l'introduction à la psychologie, là. Okay. Tu sais, c'était vraiment... Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais abonné à... Tu sais, dans le temps, il y avait Jean Columbia, là, que t'avais des disques. Oui. Puis aussi, je m'étais abonné à un truc de magazine. Puis je m'étais abonné à Psychology Today. Puis je le lisais à chaque semaine. Puis ça me fascinait, tu sais. OK. Ben, étant donné qu'on, tu sais, je veux dire, on se connaît pas, puis je te connais pas, j'aimerais ça, tu sais, juste avoir un overview de d'où tu viens globalement. Qu'est-ce qui fait en sorte que t'es là aujourd'hui, là? Parce que là, on voit l'effet, là, tu sais, mais d'où ça vient, cette affaire-là? Tu fais de l'humour, on peut dire ça. Explique-moi donc, ça vient d'où, cette affaire-là? Comment ça s'est construit, ça? Moi, je sais exactement, tu sais, j'ai vu à chaque période de ma vie que moi, je me suis tout le temps servi de l'humour quand j'avais des moments que ça allait pas bien dans ma vie. Ouais. Puis je pense que ben des humoristes ont pas commencé de même, mais quasiment. Ouais. Moi la première fois que j'ai fait un gag, je me rappelle, c'était en secondaire 1. Moi, j'étais diabétique, puis il y avait une fille qui avait ri de moi. Puis là, je l'avais insulté, mais de façon ultra méchante, mais drôle. Puis là, toute la classe avait ri. Puis là, je m'étais dit, OK, je viens de me protéger. Il y a plus personne qui va m'écœurer. Puis là, fait que là, j'avais vu que l'humour, je pouvais m'en servir pour me défendre, vu que j'étais petit puis faible. Puis un petit faible drôle se fait pas écœurer. Ouais. Mais, tu sais, j'étais pas vraiment, vraiment drôle. Puis après, secondaire 3, secondaire 4, je sortais avec une fille que... Tu sais, à cet âge-là, tu penses que c'est la femme de ta vie. Oui. Puis là, elle m'a laissé, puis là, j'étais comme, tu sais, j'étais triste, mais j'avais remarqué quand j'étais triste, je faisais plus rire mes chums. Puis j'avais remarqué que mes jokes, tu sais, je faisais tout le temps rire mes chums, mais là, mes jokes étaient un peu plus drôles. Tu sais, j'étais... Tu veux dire quand t'étais triste? Ouais, pas nécessairement quand j'étais triste, mais juste... Quand j'étais triste, on dirait, je suis devenu plus drôle pour m'empêcher de pleurer. Okay. Après, quand j'étais plus triste, j'étais quand même plus drôle, vu que ça m'avait aidé. Okay. Puis ça, je l'ai revécu après, quand moi, j'ai commencé à faire de l'humour. Ouais. Ma mère est décédée une couple d'années après. Okay. Puis là, j'ai eu le même mécanisme de défense de faire des jokes tout le temps pour m'empêcher de pleurer. Puis là, après, tu sais, un coup que j'avais vécu mon deuil, je sentais que j'étais plus drôle. Quand ma femme m'a laissé, même affaire. Fait que chaque fois que je vis un drame, on dirait, humoristiquement, je sais que ça va m'aider parce que pendant, tu sais, je m'empêche je suis comme le clown triste, là, c'est un mauvais cliché. Il y en a beaucoup. Mais je me fais rire pour m'empêcher de me pendre, là. Puis un coup que mon bout dépressif est fini, là. Tu restes quand même avec les skills que tu as acquis liés à la phase, comme un camp d'entraînement extrême humoristique. Mais tu sais, c'est pas quelque chose, tu sais, que... mais ça m'aide maintenant quand je suis dans un creux. Ouais. Tu sais, je suis très... Hier, je me rappelle pas avec qui, un ami, puis il me disait, c'est drôle, tu sais, quand l'année passée, tu vivais une dépression. Ouais. Puis je dis au monde, là, je suis dans ma dépression, mais je sens que je suis en train de m'en sortir. Tu sais, on dirait, on dirait, je me connais, ou j'ai l'impression de me connaître. Fait que là, je savais, OK, là, le monde me disait, ça va bien. Puis là, j'étais comme, ouais, ça va bien. Je suis pas à 100%, mais je suis à 70%. Puis là, je sens que je suis revenu à peu près à 100%. Ou 90%. C'est ça que tu m'as dit, c'est récent. Oui, tu sais, je sors d'une dépression. OK. C'est ça, c'est comme l'humour est apparu comme vraiment importante, puis pas juste importante, mais c'est comme tu t'as développé là, ton humour avec des phases dures, là, dès secondaire 1, là, tu sais. Ouais, puis c'était juste, tu sais, à la base, c'était pour faire rire moi. Ouais. Mais tu sais, quand tu sais, il y a de quoi tu peux pas juste te faire rire toi tout le temps, sinon tu vas virer fou. Fait que tu sais, veux pas me faire rire moi, là, je disais mes idées à mes amis, puis eux autres riaient, fait que ça me valorisait, puis je pense, si c'était, premièrement, c'était pas de la petite fille qui m'avait insulté, j'aurais jamais pensé
tu sais, peut-être que je suis drôle, tu sais. C'était quoi son nom? Je me rappelle pas de son nom. Chuck, tu googles ça tout de suite, son nom. Oui, s'il te plaît. C'était quelle école? C'était Québec High School. Québec High School, quelle année? C'était... Je vais aller trouver la ligne. Oui, alors Dorothée sur la ligne. En 80... Ça doit être 84. OK, mettons. 84. Ouais. Ce serait drôle si t'es capable de peut-être trouver je vais essayer. Non, mais tu sais, les finissants. Les photos. Je pourrais. J'aurais dû amener mon yearbook pour. On la cherche. Mais ça veut dire que tu t'en souviens encore aujourd'hui comme étant l'initiateur. Ouais. Avant ça, tu savais pas trop qu'est-ce que tu valais côté. Qu'est-ce que tu es capable de faire à une foule? Même j'avais, en 3 ou 4e année, j'avais un de mes amis qui voulait qu'on compte des jokes dans un talent show à l'école. Ouais. Puis lui, il avait une drôle de face. Fait que j'avais dit, toi, tu vas être le puncher, moi, je vais être le straight man. Fait que tu sais, j'y faisais les prémices, puis lui, vu qu'il avait une drôle de face, il punchait. Tu sais, c'est méchant pour lui là, mais il avait de l'air plus drôle que moi. OK. Puis là, connaissant ce mécanisme-là, que quand tu files pas, ça te ramène à un niveau plus haut où tu sais que il y a quelque chose d'intéressant qui va découler de ça humoristiquement. Tu sais, mais je cherche pas, tu sais, ça pourrait virer malsain que je ferais, mais sans, ils m'ont dit je suis pas assez drôle pour pogner ce rôle-là. OK, je vais essayer de me taper une dépression. Je vais essayer de, tu sais, je cherche pas la dépression. Le malheur. Mais au moins, ce qui m'aide, c'est que, tu sais, dans un moment dur, je suis conscient que pour moi c'est pour tout le monde c'est temporaire là. Tu sais, mais il y en a tu sais, il y en a que le temporaire dure 46 ans là, mais tu sais, moi je sais que c'est temporaire, c'est pas trop long. Puis je sais que souvent je réussis à sortir quelque chose de drôle que sinon j'aurais pas sorti. Puis moi en plus avec mon humour, on dirait quand ça vient d'un bout plus triste, ça rend mes jokes plus humaines, vu que mon humour est très raide, très méchant. Puis quand c'est pas personnalisé à moi, souvent ça passe pas. Tu sais, là je suis en train de bâtir un numéro qui commence à vraiment être rodé sur les transgenres. Puis au début, mes jokes sur ça marchait pas parce que je pense le monde, vu que j'étais un gars dans la quarantaine, là le monde se dit OK, ça va être des jokes de chez Mel là. Mais juste dans l'apportant à moi, tu sais, qui connaît quelqu'un qui a fait la transformation, que tu sais, j'ai humanisé ça. Puis là ça passe bien, tu sais. Mais ça te réconforte-tu dans tes moments plus lourds où tu te dis OK, ben je vais rebondir de ce moment-là, je vais savoir que je vais avoir un numéro qui découle de ça. Ça te réconforte-tu on the spot? Avant, oui. Puis là, on dirait non, vu que je l'ai dit, comme, tu sais, ma femme, elle sait que je suis de même, mon gérant sait que je suis de même. Fait que là, eux autres, ils me disent, hey, au moins, tu vas avoir un bon numéro. Puis là, ça me fait chier. J'ai pas le goût de volent la capacité de le faire toi-même. C'est rendu une pression de... Ouais, c'est ça. Parce que ça se peut, un moment donné aussi, que je fasse juste une dépression, puis je sorte de là, juste démoli, tu sais. Puis là, comment ça va, là, actuellement, là, au sortir de cette dépression? Là, ça va bien. Pour vrai, tu sais, je dis pas que je suis à 100% parce que je sais pas si dans une semaine je vais me sentir mieux, mais là, tu sais, quand je me lève le matin, je suis heureux. Tu sais, y a rien que je trouve lourd, tu sais, que je sais quand je suis dans une phase dépressive. Tu sais, si je regarde mon horaire puis j'ai 8 choses en journée, j'ai quasiment mal à la poitrine. Tandis que là, tu sais, je me book d'autres affaires puis fait que tu retrouves ton énergie, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, mais c'est ça, je sais pas, je suis à 100% vu que je suis quelqu'un de, physiquement, je suis pas en forme. Fait que je sais pas si c'est juste ça, mon 100%, là, tu sais. Je suis fatigué. Le 100% est quand même théoriquement inconnu. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, je suis gras, je suis un diabétique qui boit, qui a fumé, qui s'entraîne pas. Fait que, tu sais, je ne sais pas. C'est peut-être ça le mieux que je vais me sentir. Who knows? OK. Wow. Cool. Puis là, mais là, pour revenir un peu à ton historique, là, tu as eu des phases, tout ça, mais là, quand est-ce que l'idée de dire je veux faire ça dans la vie, puis là, je prends le projet de ma carrière en main, là, c'est quoi? Moi, c'était en 93, c'est ça, j'étais à Montréal.
j'avais dit à mes amis à Québec, moi, tu viens de Québec? Tu viens d'où, toi? Ouais, je viens de Québec. OK. Puis mon plan, c'était de partir de Québec pour devenir humoriste, mais je me disais, je vais aller à l'université pour avoir un plan B. OK. Puis j'ai pas dit à mes parents, je m'en vais à Montréal pour l'humour, j'ai dit, je m'en vais à Montréal pour l'université. Mais à chaque fois que je revenais à Québec, mes amis demandaient puis l'humour. OK. Puis là, c'est tout le temps, ouais, pas encore. Puis ils me gossaient, puis j'y allais souvent. Tu sais, j'y allais à chaque fin de semaine, puis ils me gossaient, puis l'humour. Puis à un moment donné, j'ai juste menti, puis j'ai fait, ça va bien. Ça va bien, je suis en Australie, je roule en fou. Non, mais pas menti à ce point-là, mais ils ont fait, quand tu vas monter, puis j'ai fait, non, je suis monté, puis ça a bien été. Puis ils ont fait, oui. C'est où t'as monté? Juste pour avoir la paix, là. Juste pour avoir la paix. Ouais. Puis après, ils ont dit, c'est où t'as monté? Puis je savais qu'il y avait des soirées amateurs, des open mic au Comedy Works, les lundis. Puis j'ai fait, j'ai joué open mic au Comedy Works, je suis tout le temps là, tous les lundis. Puis ils ont fait, ouais. Ils donnent un horaire. Ouais, puis ils ont fait, OK, on va monter lundi. Puis là, moi, j'ai comme paniqué un peu. Fait que, tu sais, la soirée a fini, puis ça avait Internet. Je suis allé à la maison. J'ai fait le 411 de Montréal, que quand t'es d'une autre ville, tu sais, à l'époque, il fallait que tu fasses 514, 555, 1212. Oui. J'ai fait Comedy Works Montréal, et là, j'ai laissé un message sur le répondeur. Mais je voulais laisser un message sur le répondeur, mais quelqu'un a répondu. Puis j'ai dit, regarde, je veux faire le open mic lundi. Puis d'habitude, il y a personne au open mic. Puis j'ai dit, je vais amener 12 personnes de Québec. Fait que là, eux autres ont dit, parfait, viens lundi. Moi, je suis arrivé de bonne heure, puis j'ai dit à l'animateur, parce que, tu sais, d'habitude, il te présente la première fois, ce gars-là, c'est sa première fois, mais j'ai dit, présente-moi en disant, je suis un habitué de la place ou un régulier. Fait que ma première présentation... Il faut absolument que je fasse tout l'événement pour fitter avec l'histoire. Faut que je me fasse un numéro. Faut que je fasse comme si je suis venu. Mais ça tu sais, sinon, probablement, je l'aurais jamais fait, mais il m'a présenté. Ouais, puis il a dit, mon premier invité ou un prochain invité, vous le connaissez. T'es un habitué de la place. Je suis arrivé sur scène. Ça a vraiment bien été, mais ça a bien été parce que 3/4 de la salle, c'était mes amis. Fait que, tu sais, je faisais des insides de Québec à des anglophones de Montréal. À quel âge, là? Moi, à cette époque-là, j'avais 19 ans. 19, OK. Ouais. C'est tôt. Ouais, j'avais 19 ans. Puis vu le fait que ça a bien été, la semaine d'après, mes amis sont pas montés, mais moi, je suis retourné, puis j'ai commencé à jouer à cause de ça. Puis je jouais juste en anglais au début. OK. Puis parce que je pensais que l'humour français à l'époque, moi, quand je voyais les humoristes québécois, c'était des gars comme... moi, j'aimais beaucoup RBO, mais j'aime les sketchs, j'aimais les personnages à télé, mais sur scène, il y a rien qui me rend plus mal à l'aise que de voir un monsieur avec un chapeau phoné, là, tu sais. Ça fait que je voulais pas... Tu sais, Daniel Lemire, j'aimais pas ça. Je voulais pas faire ça, puis je pensais que l'humour français, il fallait faire ça. Ouais. Puis j'avais rencontré un gars qui était ami avec Maxime Martin, puis il m'avait dit, non, Maxime fait du stand-up en français. Puis là, j'ai fait, puis j'ai fait, il prend-tu une drôle de voix, y a-tu des lunettes phonées, un chapeau, une canne, quelque chose? Puis ils ont fait, non, c'est vraiment... Il parle, puis j'ai fait, OK, on peut parler. Puis je l'ai fait en français. Puis la Montréal, tu sais, de la manière que j'explique l'humour à Montréal, en anglais, Montréal, c'est comme le Rimouski du show business, là, tu sais, que mettons, tu sais, les meilleurs sont New York, LA, Londres, puis tu sais, après il y a Chicago, Boston, puis après Montréal, c'est comme tu sais, comme il y a des humoristes à Rimouski, puis il y en a qui sont sûrement pas pires, mais le meilleur de Rimouski, un moment donné, fait, je vais déménager à Montréal ou à Québec, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je commençais à être meilleur en anglais, mais, tu sais, je faisais des shows les mardis à 10$ devant 11 personnes, les mercredis à 10$ devant 30 personnes. Puis après, quand je jouais en français, j'étais payé 150 pour jouer devant 400 qui tripaient. Fait que là, tu sais... Le choix était pas difficile. Ouais, c'est ça, c'était clair. C'est ça que je voulais faire, tu sais. Puis ton deuxième show à vie où tes chums ont pas descendu de Québec pour te voir, ça a-tu quand même bien été devant un public que tu connaissais pas? Non. Non. Mais j'avais parlé de ça à un gars cet hiver qui m'avait dit, on dirait c'est quasiment important que ton premier show aille bien,
parce que sinon tu vas abandonner, là, tu sais. Mais si ton deuxième show, ça te prend un show, c'est pas nécessairement le deuxième, mais ça prend un show qui va pas bien pour que tu réalises que il faut travailler, puis que mais tu dis quand même je suis capable de faire rire, même si c'était mes amis. Donc il y a un potentiel qui est là, c'est pas altérable ça. C'est juste faut t'additionner ça d'autres choses. Mais il faut, moi je pense quelqu'un qui s'est jamais planté, un moment donné t'arrêtes de t'améliorer parce que tu te trouves bon, fait que tu te prends pas de risque. Mais un coup que tu t'es planté, là t'essaies de changer des affaires. Puis, mais quelqu'un qui fait juste se planter, tu vas finir par abandonner. Tu sais. Je pense que oui. Je pense que Fait que ça a quand même ça 19-20 ans, puis ça a émergé de là, de toute cette supercherie-là qu'il fallait que t'accotes, puis te dire que je pensais à te me fouetter. Ouais, j'ai utilisé moi je me considère comme quelqu'un d'honnête dans la vie, ou relativement honnête, mais ma carrière est basée sur un mensonge. Ou pas est basée, mais est partie d'un mensonge. OK. Puis comment ça s'est développé à partir de 20 ans? Comment ta carrière s'est développée? Je faisais anglais-français les deux au début. J'ai commencé en anglais de 19 à 21. Mais ton anglais vient d'où? Mon père est anglophone, puis mon éducation est anglophone. OK. Fait que toute mon école a été en anglais, sauf une année du secondaire en français, puis l'école de l'humour en français. Mais sinon, j'ai été éduqué en anglais. Puis ma mère est francophone, c'est pour ça que je parle français. Puis aussi vivre à Québec, il faut vraiment être de mauvaise foi à être 100% anglophone, là, parce que tu sais, les Anglais à Québec, on est comme les Amish, là, tu sais, il y en a 8, là, tu sais. Fait que, mais quand j'avais commencé, au début, je jouais juste en anglais. J'ai découvert l'humour français. Là, je jouais anglais et français, mais puis j'avais pas du succès en français, mais comparé à mes amis anglophones que eux autres, tu sais, quand ils apprenaient que, hey, Mike a été payé 150 pour jouer devant 200 personnes, ça rendait le monde jaloux. Fait que j'avais des humoristes, que ça faisait 10-12 ans qu'ils faisaient ça, que j'y voyais, moi, j'étais sur scène, puis eux autres, en arrière, puis ils m'haïssaient parce que je commençais à vivre de ça, puis c'était insupportable. J'ai plus le goût, là, de me faire juger pour un show gratuit. Fait que j'avais arrêté de jouer en anglais. J'ai fait que du français à partir de 96 ou 17. Puis moi, ça m'a pris... J'ai commencé en 93, j'ai commencé à vivre de ça à peu près en 96. Vécu de ça pauvre, pas longtemps parce que j'ai été vraiment chanceux pour ça. Il y avait... Il a commencé à avoir des soirées d'humour comme moi je commençais à faire de l'humour, puis c'était moi qui les animais toutes. Fait que j'animais 5 soirs semaine au début c'était à 100 pièces par semaine, mais la deuxième année j'avais déjà 300 pièces par semaine par show. Fait que tu sais, ou non, c'était 200 par show. Mais tu sais, je me faisais 1000 pièces par semaine à l'âge de 23 24. Fait que tu sais, puis dans le temps, tu sais, il y a personne qui déclarait rien, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais 1000 pièces cash dans mes poches à chaque semaine. Dans ma tête, j'étais l'homme le plus riche de la planète. C'est arrivé aussi dans ce temps-là, les headlines étaient beaucoup plus chers qu'aujourd'hui, là. C'était Louis-José qui faisait des headlines à... Je me souviens plus c'est quoi les prix, il me semble que j'entendais 800 à 1000. Ça, c'était parti parce qu'il y avait aucune soirée d'humour. Puis après, j'avais fait... Il y avait une soirée qui avait parti à Sainte-Foy, à Québec. Puis l'animateur il était pas bon, puis c'est pas de sa faute, mais il était pas bon. Puis j'avais ri de lui en embarquant sur scène. Puis moi, je faisais la première partie, là, il me connaissait pas, j'étais nouveau, mais j'avais ri de lui, puis le public avait ri, puis j'avais fait du semblant de crowd work qui existait pas vraiment à l'époque. Puis l'organisateur m'avait dit "Hey, tu devrais animer, je vais partir des soirées, tu veux-tu?" Puis j'avais dit oui. Puis là, j'animais à Rivière-du-Loup, à Rimouski, à Trois-Rivières, puis au Saguenay, puis à Sherbrooke. Mais pas payant. Puis tu sais, je pense que j'avais 100 pièces par place ou quelque chose vraiment mal payé là, tu sais, pour faire 5 heures de route. Puis Michel qui commençait à me gérer à l'époque, où même je pense qu'il me gérait même pas encore. Il gérait les Chicken Swell, qu'eux animaient une soirée d'humour. On s'était dit, tous les animateurs puis leurs gérants, on va se rencontrer puis on va faire l'équivalent d'une union, d'un syndicat. On s'est rencontrés. Il y avait moi, Pierre Prince, Mathieu Graton,
les Chicken Swell puis Michel. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on devrait gagner? Parce que moi, à Rivière-du-Loup, moi, j'étais payé 100 ou 150. Notre headliner était payé 200. Première partie, comme 50. Okay. Je chargeais 5 piastres à la porte, puis il vendait 600 billets. Fait que, on était comme... Il y a de quoi qui marche pas, mais lui, il disait, non, mais c'est parce ça, je me mets de l'argent de côté pour être capable de devenir des grosses vedettes de temps en temps. Mais nous autres, on s'était dit, on va faire un calcul, on va y laisser beaucoup d'argent, mais on veut minimum, c'était 300 pour animer, 350 ou 450 pour headliner, dépendamment du headliner, okay. Puis 150 la première partie. Puis ça a été ça. Là, on a dit c'est ça. Puis on a appelé tous les humoristes. On a dit c'est ça les nouveaux prix. Puis si vous jouez en dessous de ça, vous êtes barré de nos soirées d'humour. Puis comme nous, on avait pas mal le contrôle des soirées d'humour, il y a personne qui a osé aller contre nous, sauf un gars que lui, il était une première partie. Il s'est mis à faire des headlines à 100 piastres, 150. On l'a appelé puis on a fait là, regarde. Si tu fais ça, t'es barré, ta carrière est finie. Fait qu'il a arrêté tout de suite, puis ça a fait que c'était ça le salaire des humoristes de 96 jusqu'en 2003-4, jusqu'à temps que ou 4-5 là, jusqu'à temps que là, il y ait des soirées qui redescendent. Wow, fait que je savais pas que c'était vous autres qui avez monté les standards. Ouais. Puis ça faisait que, tu sais, c'était dans le temps, c'est ça la beauté des années 90. T'avais du monde, tous les humoristes, leur première production était moins payée que qu'est-ce qu'ils faisaient dans les bars. Tu sais, moi, dans les bars, je gagnais bien ma vie. Là, j'ai sorti mon one-man show que ma famille pensait que j'étais devenu riche parce qu'ils avaient vu ma face sur un billboard, puis ma face dans le Soleil à Québec, ma face dans le Journal de Montréal, mais je suis allé de gagner 150 000 par année dans les bars à ma première année de tournée, j'ai gagné 23 000 là, tu sais. Parce que tu sais une grosse tournée, une grosse prod, j'avais tellement de monde à payer, puis j'avais fait que c'était bizarre là, tu sais, que les indépendants gagnaient plus. Dis-moi aujourd'hui où t'es rendu là, mettons que ta réponse ça sera pas de l'humour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si c'est pas de l'humour. Non, mettons que t'as pas le droit de le dire, je fais de l'humour. Comment tu décrirais ton travail, ton œuvre, ce que tu fais? Je rends le monde heureux avec des observations. Puis souvent je rends le monde heureux avec des malaises. OK. Ouais. Moi, c'est quoi le rapport entre le bonheur et les malaises? Renseigne-moi dans ta vision. C'est que moi, petit, l'affaire qui me faisait le plus rire, c'était les tabous puis les malaises. Puis, fait que j'essaie quand j'écris un numéro, je suis tout le temps plus fier d'un numéro quand ma première phrase ou la première fois que je le teste, le public aime pas ça parce que je sens que sont pas confortables. Puis là, quand je réussis à amener ça de façon que ça passe, là, je suis fier de moi. Okay. Comme mettons, mon numéro que je travaille dessus maintenant, l'étranger, ça, j'étais content parce que les premières fois, il passait aucunement. Puis après, un coup que j'ai trouvé comment l'amener, là, il passe tout le temps partout devant un public, je l'ai essayé devant tout le monde, devant un public très de gauche, ça va marcher, très de droite, ça va marcher. Il y a plus de malaise pour personne vu que ils sentent que c'est pas fait avec méchanceté. Tu sais, je pense en humour, c'est important que le monde sente pas que tu ris de quelqu'un parce que tu l'haïs, tu sais. Ouais. À moins que ça soit quelqu'un, tu sais, tu pourrais rire de, mettons, un Donald Trump parce que tu l'haïs. Ouais. Puis là, le monde, tu sais, t'as le droit d'haïr, mettons, un Donald Trump, un Kim Jong-un, mais de faire, mettons, moi, je pense des jokes sur les gays, ça passe, mais si on sent que c'est quelqu'un d'homophobe qui haït les gays, là, ça passe. C'est ça. Si ta joke sert à traduire une pulsion qui est négative vraiment, là, tu sais, fait que... C'était Eddie King qui m'avait dit quoi? Il avait dit, j'avais une discussion avec, j'avais demandé, tu penses-tu que les Blancs, on a le droit de faire des jokes de Noirs? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit, c'est juste les Noirs qui peuvent rire des Noirs. Ouais. Puis lui, il avait dit, fais tes jokes de Noirs si tu serais prêt à faire cette joke-là devant une salle juste de Noirs.
Puis aussitôt qu'il m'avait dit ça, j'ai commencé à écrire de même. Mes jokes de gays, je me dis, cette joke-là, est-ce que j'afferais si c'était juste des gays? Si la réponse est non, je devrais pas faire la joke parce que je l'assume pas à 100%. Ah, je comprends. Puis tu sais, j'ai pas fait de show devant juste des trans, mais mes jokes de transgenres, je les assume. C'est le même exercice. Mais ça, je fais ça pour tout le monde à cette heure. Puis, mais il y en a des fois quand même qui comprennent pas que c'est ça ma démarche, que, tu sais, vu que mon humour est trash un peu, il y en a qui pensent que je fais de l'humour dans le but de blesser, mais c'est pas... Mon but, c'est juste de faire rire. OK, ben attends, j'ai une couple de questions quand même, là, parce que, tu sais, t'as quand même un certain trademark dans ta façon de faire ton humour. Ouais. Puis je suis content qu'on parle de ça, parce que c'est très complexe, l'humour. C'est extrêmement complexe, c'est très relié à la personnalité, à la vision des choses. Puis je veux juste aller un petit peu plus loin. Tu dis, moi... il faut que je parte avec quelque chose qui va créer un malaise ou quelque chose. Pourquoi? Ça, je le sais pas. Je me rappelle quand je suis arrivé à l'école d'humour, à l'époque, ils font plus ça, mais à l'époque, le premier jour, ils donnaient une liste des 10 sujets qu'on ne doit pas rire. OK. Puis, lui, il s'est dit... Moi, mon but, c'était de faire au moins, pas nécessairement un numéro complet, mais au moins une joke avec ça. Puis j'avais réussi pour tous les sujets... à peu près sauf la mort. Mes jokes de mort marchaient jamais, se faisaient des malaises. Puis après, genre 10 ans après, j'ai trouvé une façon de parler de la mort. Mais on dirait que ça m'a marqué. J'aime pas ça me faire dire tu peux pas rire de ça, parce que moi, ma question, tu sais, j'ai tout le temps la question pourquoi. C'est qui décide ça, tu sais? Ouais. Tu sais, mettons quelqu'un dit tu peux pas faire des jokes de viol. Pourquoi? C'est qui a... Puis je comprends que c'est pas cool de faire tu sais, mettons faire une joke de viol à une victime de viol pendant qu'elle est à l'hôpital ou pendant qu'elle est au poste de police, ça je comprends, c'est pas la place, pas aussi c'est pas l'angle, mais c'est pas parce qu'un sujet te rend mal à l'aise qu'on devrait plus en parler. Puis même je trouve que des sujets qui rendent mal à l'aise, c'est important d'en parler, tu sais, juste tu sais comme je parlais à des Français sur des numéros sur Hitler, puis là il était comme ça on devrait pas, on devrait faire comme ça n'a pas existé, puis j'étais comme ben non, tu sais, il faut en parler, tu sais, il faut pas, tu sais, il faut pas faire comme si cette partie-là de notre histoire existe pas, tu sais, ou c'est pas notre histoire, c'est leur histoire, mais fait que tu veux attaquer un sujet, puis tu le sais qu'il y a un malaise inhérent à ça. Oui. Mais quel est ton objectif de... Parce que là, tu dis ça, mais faut en parler, mais OK, parfait, mais faut en parler, un, pourquoi, puis deux, en quoi ta démarche sert la bonne affaire? Je sais pas ça sert la bonne affaire, puis je sais pas pourquoi faut en parler, mais moi, pour moi, c'est important. Mais tu sais, puis je le sais même pas pourquoi, pour moi, c'est important. Je pense que c'est que moi, les humoristes, quand j'étais petit, que j'aimais, merci. Il rit pour puncher avec nous. Je sais pas s'il rit de ma démarche, c'est une méprise. Mais ouais, c'est ça. moi, les humoristes que j'aimais le plus, c'était ceux qui allaient dans les zones que les autres allaient pas. Puis aussi, je trouve la beauté de faire ça, c'est que tu tombes moins dans un sujet commun. Ouais. Si les autres sont pas à l'aise d'aller à quelque part, t'es sûr que tu vas être le seul ou d'un seul. Ça te dérange pas, j'ai une autre question par rapport à ça, parce que c'est tellement particulier. Tellement zéro, là. Comment t'expliques qu'un sujet crée du malaise, puis là, après ça, il y a une démarche qui est la tienne, puis tu fais le lien entre un état de malaise puis un résultat qu'on pensait pas, mais on rit finalement. Ouais. C'est quoi le bout que tu fais pour nous amener là? C'est quoi la stratégie? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Comment on fait pour faire ça? Moi, je pense pour moi, tu sais, puis en humour, moi, je dis tout le temps, les deux choses les plus importantes quand tu fais de l'humour avec des sujets un peu louches, c'est le contexte puis l'intention. Puis ça, le trajet, je trouve, c'est important que les gens comprennent l'intention. Okay. Que tu sais, tu fais pas des jokes. Mettons, si je commence à parler de gay, que mon but, c'est pas que mon sous-texte ou mon sous-message, c'est les gays devraient pas exister ou whatever, là, tu sais, que moi je veux que, mettons, moi je suis quelqu'un de très ouvert dans la vie, puis quand je prends des sujets délicats, je veux pas que dans 10 ans je me réécoute puis que je fasse
c'est que j'avais de l'air colon, tu sais, j'aime mieux être du bon côté de l'histoire avec ces sujets-là. Okay. Puis le plus beau compliment que j'ai quand je fais mes numéros, mettons là-dessus, c'est comme en fin de semaine, je faisais un numéro, c'est gay, puis j'ai un ami gay qui m'a dit, j'ai vraiment aimé ton numéro parce que je te connais, puis je savais que ça allait pas être homophobe, mais c'est bien amené que au début on pense que ça va être homophobe, puis là tu nous amènes à quelque part qu'on s'attendait pas. Ça, j'aime ça, tu sais. OK. Puis quand, là... C'est déstabilisant, c'est ça qui est drôle. non, moi j'aime ça. Mais c'est vrai. OK, c'est bon. Puis quand, tu sais, parce que on sent clairement que tu veux aller à quelque part avec ta démarche de joke et tout ça, mais quand une personne rit pas, sont en tabarnak, c'est quoi ton feeling? C'est-tu comme, ben yes, moi j'ai fait la job, il fallait... Non. Ou, comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce que ça te dit? Moi, ça me dit que j'ai... il y en a du monde, tu sais, qui aime juste pas ce genre d'humour-là, mais le monde qui vient de me voir, moi, ça veut dire que j'ai mal fait mon travail. S'ils ont pas compris où ce que je m'en allais, c'est que j'ai mal fait mon travail. C'est tout. Puis le monde a le droit de pas rire. Puis surtout comme là de Saint-Cy, je suis dans une période de vraiment création. Fait que c'est le premier jet. Fait que tu sais, moi mes numéros, les 2-3 premières fois j'ai fait, ça marche pas. Puis le monde, tu sais, j'arrive, ils sont contents de me voir parce que je suis connu, mais je sais que ça, j'arrive, ils sont contents, puis je pars, puis ils sont déçus. Tu sais, ils font comme ouais, t'es meilleur dans le temps. Mais ça, je sais qu'à chaque fois mon numéro s'améliore, jusqu'au point que là tout le monde va comprendre où ce que je voulais aller avec mon sujet. Puis aussi des fois en faisant des jokes avec le monde, je réalise que cette joke là, elle marche pas dans qu'est-ce que dans où que je voulais amener le monde. Okay. Tu sais, comme j'avais en fin de semaine un numéro sur le racisme. Ouais. Puis je disais que la meilleure manière, tu sais, si t'es quelqu'un de raciste, d'arrêter d'être raciste, c'est juste voyager puis vivre avec d'autres mondes puis juste voir d'autres réalités. Mais là, la lumière s'allumait pour dire qu'il me restait 2 minutes. Puis ce bout-là que j'explique qu'il faudrait voyager, qui est un bout plus humain, j'ai fait, OK, il me reste juste 2 minutes, on va couper ce bout-là, je vais juste arriver avec mes jokes de 2 affaires qui sont arrivées à Dubaï puis une affaire en Chine, mais sans l'explication. J'avais juste l'air d'un mononcle raciste qui est allé en voyage. Ouais. Il manquait le code important. Il manquait le... C'est ça. Okay. Non. Il est un petit peu intense. Non, mais ça vous dérange pas. Mais ça l'aide quasiment vu que... Tu sais, moi, en plus, là, il est stressant. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Moi, je suis jamais clair dans mes idées. Puis, aussitôt que je me mets à parler, j'arrête plus. Puis, on dirait l'oiseau me ramenait, tu sais. J'étais comme, mais tu sais, des fois, non, ouais, c'est vrai, je parlais de l'école de l'humour. C'était ton timing. Puis, mais, tu sais, tantôt, t'as parlé de... Là, il va-tu ramener un tigre? Là, je pense que c'est Louis City qui ramène. Mais ouais, t'as parlé de ta dépression récente quand même. Ouais. Puis est-ce que quand ça s'est arrivé, t'as eu peur de pas en revenir? T'as-tu eu peur de rester dans cet état-là? Non, mais moi, ce qui m'a un peu fait chier, c'est que je venais de gagner Olivier de l'année au Québec, puis je venais de gagner Comedian of the Year au Canada anglais. Oh shit. Fait que là, puis ça, l'Olivier, ça a aucun impact sur ma carrière à part le Québec, mais le prix au Canada anglais, ça a fait que, tu sais, le Canada est bien perçu en humour planétairement. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'avais fait une tournée en Chine, que d'habitude, quand j'allais jouer ailleurs, tu sais, ils sont comme, OK, il y a un Canadien ou Québécois ou peu importe comment qu'ils me vendent, là. Mais ça, je remplissais pas, mais là, avec mon petit trophée, que là, ils se disaient, OK, Christy, Jim Carrey est Canadien, puis tu sais, ce prix-là, Mike Myers l'a gagné. Fait que là, ils se disaient, OK, ce gars-là est meilleur que Russell Peters. Que, tu sais, en Chine, Russell Peters, c'est la plus grosse vedette au monde. Fait que moi, je suis arrivé là, tu sais, j'étais sold out partout. Puis là, on avait des offres de plein de places, mais j'avais plus le goût parce que j'étais fatigué. Puis là, je me disais, je savais que j'allais en sortir, mais je me disais, quand je vais en sortir, il va être trop tard. Mais je l'ai comme accepté. J'ai fait, bon, ben, tu sais, au pire,
il y a des pays que je ferai pas ou je vais les faire, mais au lieu d'être sold out quand je vais jouer en Suède, il va y avoir 11 personnes dans un sous-sol, mais au moins je vais avoir joué en Suède, là, tu sais. OK. Fait que t'as pas... Puis, est-ce que... Moi, je pense que j'ai fait une dépression il y a peut-être 1 an et demi passé ou c'était peut-être un burn-out, ça a pas été diagnostiqué, mais je sentais clairement que j'étais pas dans mon 100%, là. Tu sais, j'étais comme tout le temps fatigué. Puis je regardais mes collègues avancer en humour, puis je regardais, puis je suis comme, man, comment t'as fait? À chaque fois, je suis comme, où est-ce que t'as trouvé l'énergie pour faire tout ça dans ta semaine? Puis moi, tout ce que je voyais, c'était une grosse montagne. Toi, est-ce que tu as commencé à te comparer avec tes collègues de comment tu fais? Non, mais moi, ce que j'avais commencé à faire, puis c'est là que j'ai vu, puis moi aussi, c'est auto-diagnostiqué. Okay. C'est peut-être un burn-out, mais moi, avant, je regardais mon mois. Fait que là, je savais, OK, mardi, j'étais à telle place. Puis là, c'était trop lourd pour moi de regarder plus qu'une journée à la fois. Fait que je me réveillais, puis si je regardais, mettons, je mettais mon calendrier pour que ça soit une page, une journée. Puis si, en le rouvrant, c'était une semaine, là, j'étais pas bien. Là, j'étais mal, puis là, c'est ça, j'avais juste plus le goût de faire des shows, mais c'est aussi, j'avais été... Moi, dans le temps, je faisais on va dire 97 à 2016, je faisais 400 shows par année, tu sais. Fait que je faisais bien des shows parce que quand j'ai recommencé en anglais, je voulais pas faire moins de shows au Québec. Fait que je faisais mes 200 shows par année au Québec, puis je faisais 200 shows en anglais aussi, puis ça allait bien. Puis je me sentais pas trop fatigué, mais après, avec me faire amener en cours puis tout, ça l'a rajouté un stress que j'avais pas. Puis j'ai continué les 400 shows, puis là, c'était juste too much. T'as continué tes 400 shows dans toute la fête de Jérémy? Puis pendant, tu sais, l'année passée, du mois d'avril au mois d'octobre, j'avais eu 2 journées off, puis les deux journées que j'avais pas de show, c'était pas des journées off, c'était genre quand je revenais de la France, que ça donne que l'heure que tu pars, t'arrives, tu peux pas faire de show. Puis quand je revenais d'Édimbourg, l'heure que je partais d'Édimbourg, tu sais, je pouvais pas faire de show. Mais tu sais, à chaque fois, tu sais, mettons quand j'ai joué à Édimbourg, j'ai atterri. Tu sais, j'ai parti la nuit, je suis atterri le matin ou l'après-midi. Le soir, j'avais un show. Tu sais, j'avais même pas une journée de répit. Quand je suis allé en Chine, j'ai fait Montréal. Je suis parti à 7h le matin, Montréal, New York. Après New York, Shanghai. Après, j'ai passé la sécurité. Après, j'ai pris un autre avion. Je suis allé à Wuhan, en Chine. Je suis débarqué de l'avion à 8h, puis mon show commençait à 8h30. Fait que tu sais, j'avais dit au gars qui m'accueillait là-bas, puis je me rappelle pas c'était combien de temps, mais c'était comme 18 heures en avion. Puis j'ai dit au gars, je peux-tu au moins laisser ma valise à l'hôtel? Puis il était comme non, on n'a pas de temps. Puis j'ai fait regarde, je vais au moins le laisser dans le lobby. Je suis allé le laisser à l'hôtel, mais fait que c'est sûr que tu sais, c'était too much pour n'importe qui, mais en plus de tout avec un stress, puis aussi de forme physique de marde, c'est ça. C'était juste trop pour moi. Puis là, c'est là en Chine, j'avais dit, ben même avant la Chine, j'avais dit à Michel, moi, je voulais prendre un 6 mois off pour juste me remettre, pour me redonner le goût de faire de l'humour. Mais je suis pas bon avec l'argent. Fait que moi, je gagne beaucoup d'argent, mais j'ai pas d'argent de côté. Tu sais, fait que là, j'y ai dit, on va faire 1 semaine par mois de show. Comme ça, je vais vivre avec cet argent-là. Puis le reste du temps, je fais rien. Puis c'est ça que j'ai fait pendant 5-6 mois. Puis là, je viens de recommencer à aimer de faire des shows, mais je suis encore juste booké 1 semaine par mois. Mais je fais plein d'autres shows. Tu sais, je vais au bordel gratuit, puis je fais plein d'autres shows gratuits pour m'occuper juste parce que j'aime ça faire ça. T'sais. Ouais, c'est ça. Là, plus rentrer dans le payroll, mais reconnecter sur quelque chose pour toi. Puis, l'année passée, c'est ça qui était... Moi, j'ai jamais eu l'impression que l'humour, c'était une job. C'était vraiment une passion, un hobby que je suis content que ça paye mes billes. Mais l'année passée, c'est devenu une job. Puis là, j'aimais pas ça. Puis je me trouvais malsain puis trop de cul, tu sais, d'arriver à... Tu sais, j'arrivais à une salle, c'était plein de monde.
ça me faisait chier d'être là. Puis j'étais comme, t'es vraiment une marde, là. Tu sais, ce monde-là, on payé 40$ pour te voir, sont heureux. Puis toi, t'es comme, fuck, pas encore Sherbrooke, tu sais. Tu sais, j'adore Sherbrooke, là, mais tu sais, c'était juste... T'étais fatigué émotionnellement, brûlé, ouais. Puis c'est drôle, tu sais, moi, je suis le genre de personne, j'ai jamais fait de thérapie, mais je parle aussitôt que ça va pas bien, je le dis à quelqu'un. Ça peut être un ami, ma blonde. Puis ça, une affaire qui m'avait vraiment aidé, quand j'ai arrêté, là, je refaisais juste ma semaine par mois en me disant ça va mieux aller, mais ça allait pas mieux. J'haïssais quand même ma semaine par mois. Puis il y avait un soir sur scène, je l'ai dit que j'haïssais ça. J'ai dit au monde, j'ai dit, hey, je pense que je suis en dépression, puis j'haïs ça. Faire des shows, je suis désolé. Carrément. Puis je l'ai dit de même. Puis mais j'avais un petit gag, j'ai fait. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas ça, parce que je suis en dépression. Puis un humoriste, tu sais, on parle de notre vie. Fait que moi là, je suis en dépression, puis je vous dis ce que je vis, puis vous autres, tu sais, je vous dis mes secrets, puis vous autres, votre réaction, c'est de faire. Fait que j'ai fait, c'est super insultant puis c'est blessant. Puis j'ai dit, vous riez pas, puis ça c'est encore plus blessant parce que vous êtes en train de me dire je suis pas drôle. Fait que tu sais c'était semi cute, drôlet, puis ça a fait un malaise, mais moi je me suis senti mieux, puis après j'ai eu du fun ce show là, puis après le lendemain j'avais un autre show, puis j'ai eu du fun, puis ça m'a vraiment juste de le dire au public. Puis, tu sais, ça devait pas être cool pour eux autres, mais en même temps, aussitôt que je leur ai dit, moi, ça m'a libéré, puis j'étais meilleur que... Mais qu'est-ce qui te fait dire que ça a pas dû être cool pour... Ben, sur le coup, ça doit pas être le fun. Tu payes 40$ pour quelqu'un qui fait vraiment pas goût d'être là. Ouais, j'avoue. Tu vis un moment, tu sais, peut-être qu'il y en a qui font « Hey, wow, c'est cool, tu sais, c'est un moment honnête, là, tu sais. » Ou peut-être même qu'il y en a qui se disaient c'est quoi ce numéro-là, tu sais? Parce que pour de vrai, ça pourrait être un angle de numéro intéressant de dire au monde, j'ai pas goût d'être là, vous êtes, tu sais, j'ai pas insulté la ville, rien, là, mais peut-être ça va devenir un number. Ben, mais tu penses-tu que c'est là, excuse-moi, j'ai juste une petite question. Tu penses-tu que c'est là où, en le disant ouvertement, sur scène, dans ton élément, tu penses que c'est là que ça a commencé à... Oui, c'est là que ça a remonté, tu sais. Tout de suite, tu sais, le lendemain, tu sais, j'étais encore dans ma dépression, mais j'étais vraiment, j'étais plus dépressif, mais je chantais que, tu sais, c'est pas instantané, là, mais je chantais que, OK, oh yeah, puis là, en même temps, je veux dire, OK, c'était aussi simple que ça. Tu vois que ma dépression, tu sais, il y en a que c'est vraiment, tu sais, c'est deep, leur dépression, puis ça, c'est la fin du monde s'en sortir, puis moi, c'était aussi simple que dire au monde, hey, je suis pas heureux, puis j'ai fait, wow, je suis heureux. Puis tu sais, avec ma blonde, on est de même, tu sais, ben moi je suis de même. Puis ça a été dur pour elle au début parce que moi j'ai dit comment je me sens. Fait que tu sais, mettons, tu sais, puis ça fait 19 ans qu'on est ensemble. Fait que tu sais, il y a veux pas dans 19 ans, il y a des hauts, il y a des bas. Mais moi quand je suis pas bien avec elle, j'ai dit, je fais je sais pas si c'est cool être avec toi je sais pas, j'aime ça de être avec toi, qui est la pire phrase à dire à quelqu'un. Mais j'ai dit avant, regarde, tu prends-le pas mal, puis c'est sûr qu'elle prend mal parce que comment tu veux prendre ça? Tu commences avec prends-le pas mal. Prends-le pas mal, mais je t'haïs. Non, mais puis aussitôt que j'ai dit, après je fais, je me sens bien. Là, elle vient une couple de journées weird. Moins qu'au début. Elle va en thérapie 6 mois, puis après, on revient comme avant. Chuck a une question. Ouais, si ça te dérange pas, en fait, j'étais vraiment curieux, puis je voulais l'entendre de toi, puis c'est correct si tu veux pas en parler de ça, mais ça m'a vraiment, vraiment marqué les X rouges aux Oliviers. Ouais, moi aussi. C'était un grand moment, puis quand j'ai regardé les Oliviers à la télévision, t'étais pas là. La première chose qui m'est venue en tête, c'est comment toi t'as réagi quand t'étais en train de célébrer ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Comment t'as vécu ça? Moi, il y avait une vingtaine d'humoristes qui étaient chez nous. On regardait ça en gang. Puis moi, je suis quelqu'un de très émotif dans la vie, puis le fait que je suis très émotif, j'ai tout le temps refoulé mes émotions, tu sais. J'ai tout le temps, tu sais, vu que j'étais élevé dans une époque que, tu sais, même si je suis pas de cette génération-là, mais je suis comme les vieux de, tu sais, un homme ça pleure pas là, puis ça fait que je pleure tout le temps là, mais fait que là, puis moi en plus,
un moment que je vis, je le pleure jamais tout de suite. Tu sais, comme quand ma mère est morte, j'ai pas pleuré la journée qu'elle est morte. J'ai pleuré comme 6 mois après. Tu sais, ça a été bien long. Je l'ai refoulé. Mais quand je regarde la TV, je me protège pas parce que c'est la télé. Fait que je suis le genre de gars qui pleure en regardant des annonces de papier de toilette, puis que d'un film, d'un cartoon, si j'ai une larme. Fait que là, le fait que ça, c'était vrai, ma TV, on dirait que ça m'a frappé 2 fois plus, vu que tu sais, ma garde était pas élevée. Fait que je regardais ça, puis là, je regardais, puis là, je savais qu'Eddie King, il était à côté de moi, puis il a fait, c'est vraiment touchant, hein? Il a fait, je veux le revoir, puis là, il a fait rewind de 30 secondes. Puis là, je me suis mis à pleurer, comme dans le... Tu sais, il y a une affaire sur YouTube, là, Intervention, avec un vieux black qui fait... tu sais, que l'autre fait... Puis là, le père, il fait... Mais j'ai vraiment fait ça. J'ai pleuré. Là, je pleurais. Okay, ouais. J'avais les lampes, puis c'était trop. Puis ça, on dirait... C'était drôle parce que je vivais tellement d'amour puis tellement de haine en même temps parce que j'avais tellement d'amour du milieu puis tellement de support du milieu puis en même temps quand j'allais sur les réseaux sociaux j'avais tellement de haine que on dirait l'amour a fait aussi mal que la haine. Ça m'a rentré dedans puis après j'ai fait des remerciements que j'ai mis sur YouTube ou sur Facebook. Puis je les ai pas réécoutés, mais des fois quand je vois sur mon Facebook, je vois le thumbnail, puis tu vois ma face, j'ai l'air d'un gars qui vient de se battre. Tu sais, je suis comme puffy des yeux, puis c'est le lendemain là. Mais c'était too much, mais ça m'a vraiment touché, vraiment là, vraiment. Puis je l'ai pas encadré, mais je pense, moi je suis quelqu'un, les trophées. Je suis pas quelqu'un, tu sais, qui a ses trophées d'accrocher, dur d'accrocher un trophée, là, mais j'y mets pas en valeur. Mais l'Olivier de l'année, je pense que je vais faire encadrer, genre, la photo de toutes vous autres sur scène avec le masque, avec un masque, un programme des Oliviers, puis l'Olivier. Tu sais, juste parce que moi, c'est un beau moment. Puis en plus, je déteste les galas d'habitude. Mais ça, même si c'était pas moi, si c'était pour quelqu'un d'autre, j'aurais trouvé ça touchant pour cette personne-là. Mais moi, c'était fou, là, comment ça m'a marqué. C'était un événement. Oh, ouais. Puis là, aujourd'hui, là, t'as quel âge, là? Là, j'ai 44. 44. Ouais. Là, à 44 ans, avec toutes ces expériences-là, cette façon de voir les choses, tu es un gars qui réfléchit beaucoup à la condition humaine, puis pourquoi avec les sujets que tu abordes. Ta définition du bonheur, ça ressemble à quoi à 44 ans aujourd'hui? Ma définition du bonheur, c'est aussi simple que juste trouver qu'est-ce qui te rend heureux, puis fais-le. Tu sais, moi, puis j'ai vraiment vu, puis ça je l'avais vu il y a longtemps. Moi, il y avait plein d'affaires dans le show business. Moi, j'adore l'humour. Puis il y avait plein d'affaires dans le job d'humoriste que j'aimais pas. Puis j'ai juste arrêté de les faire, surtout dans mon bout plus dépressif que, tu sais, mettons. Moi, j'aime pas ça faire des quiz. Tu sais, mettons, aller à la TV, juste pour aller à la TV. Fait que j'ai arrêté de faire ça. Puis là, mon gérant, tu sais, il sait vraiment ce que j'aime puis j'aime pas. Fait qu'il accepte juste les choses qui est sûr que j'aime. Puis en sortant de ma dépression, je veux continuer à faire ça. Je veux plus me faire chier à, tu sais, parce que j'ai une job facile, j'ai une job le fun. Puis fait que je devrais être heureux. Tu sais, vu que tu sais, je suis heureux, j'ai une vie que j'aime, j'ai une femme que j'aime, j'ai une job que j'aime, puis j'ai des amis que j'aime. Fait qu'il y a aucune raison de pas être heureux. Puis la seule raison de pas être heureux, c'est quand je dis oui à des choses qui me rendent malheureux. Fait que si je dis plus oui à ça, il y a pas de problème, tu sais. OK. Fait que c'est au niveau de faire des choix, tout simplement. Ouais.
parce que c'est ça, ça a l'air facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Non. Évidemment, tout le monde travaille un petit peu sur son bonheur là, puis oui, c'est vrai, faudrait pas que je fasse ça, mais faudrait que je fasse ça d'un autre côté. Puis c'est dur faire ce filtre-là quand on a des pressions dans la vie. Ouais. Moi, il y a une affaire aussi que je fais maintenant que je faisais pas à l'époque. Je prends le temps de juste... Moi, je suis pas quelqu'un qui fait de la méditation ou, tu sais, je suis zéro spirituel, mais je prends des bains. Tu sais, je reste 1 heure dans le bain puis ça me fait du bien. Je me suis acheté un hamac. Puis cet été, je regardais les arbres. Tu sais, c'était ça que je faisais de mon après-midi. Puis j'ai réalisé, ça m'a rendu vraiment heureux, tu sais. Puis c'est un hamac là, tu sais, ça coûte 19 piastres. Mais tu sais, nos ancêtres, tu sais, nos grands-parents faisaient ça, tu sais, s'assoyaient dehors, ils regardaient les arbres bouger ou ils se berçaient. Puis il y a de quoi de rassurant là-dedans, tu sais. Puis on le faisait aussi enfant, tu sais. Moi, je me suis surpris 2 semaines passées à juste être sur mon lit un dimanche après-midi, puis je regardais mon plafond. Puis j'ai fait, mon Dieu, que ça fait du bien. Puis je me souvenais que quand j'étais jeune, adolescent, ou même peut-être un peu plus jeune, je le faisais au moins 1 fois par jour. De juste être dans ma chambre, surtout quand on me mettait en pénitence, là, tu sais, où je regardais mon plafond, puis là, tu rêves, tu penses à plein d'affaires, puis j'ai fait, Colin, pourquoi que je fais plus ça? Là, j'essaie de prendre des moments la semaine où juste, ça fait vraiment du bien, rien faire. C'est dur Mais ça, vois-tu, moi, pendant mon 6 mois sabbatique, que je travaillais quasiment pas, on dirait, on vit dans une société que quand tu dis au monde, tu travailles pas, ils se sentent mal pour toi. Puis, tu sais, le monde, mettons, qui me voyait, il faisait, hey, ça va bien, tu travailles pas mal. Puis je faisais, non, je travaille quasiment pas. Puis il était comme, hey, non, mais ça inquiète-toi pas, ça va reprendre. Puis j'étais comme, non, c'est un choix. Ouais, non, mais inquiète-toi pas. C'est inacceptable. Puis il voulait pas entendre que c'était un choix, que j'avais accepté que cette année, au lieu de gagner, mettons, 300 000, je vais gagner 19 000, tu sais. Pour eux autres, c'était incompréhensible, tu sais. Mais pour moi, j'avais besoin de ça. Ça m'a rendu heureux. Puis la vie, tu sais, je dépense tout le temps, mais je dépense dans les stupidités comme la bouffe puis la boisson. Mais moi, techniquement, vivre, ça me coûte rien, là. Tu sais, j'ai le même char depuis 10 ans, j'ai 2 paires de culottes, j'ai juste des t-shirts noirs puis une chemise. Fait qu'on s'entend que 19 000 par année, j'arrive, là, tu sais. Dis-moi, mettons, au cours des 5 prochaines années, là, t'établis que où t'es rendu là, ça va être quoi tes défis les plus importants au cours des 5 prochaines années? Autant personnel que professionnel. Qu'est-ce qui vient à l'esprit? C'est quoi les challenges? Professionnel, ce que je veux, j'aimerais ça pogner il est tellement massif. Salut, toi. C'est quoi son nom? C'est Yves? Ivan. Salut, Ivan, ça va bien? Ouais, mon but professionnel, ça serait, je veux pogner un Netflix special. C'est ça que... Puis le gars qui... On va c'est-tu correct? Ben, j'ai vu ça revoler. Mais le pire, j'étais tellement proche, ça m'a pas vraiment frappé. J'ai vu les gouttelettes, là. Tu sais, comme quand t'es dans l'œil de l'ouragan. T'es safe, Mais c'est ça, moi, j'ai animé à Just for Laughs le Nasty Show une couple d'années. Puis le gars qui m'avait amené pour animer ça, puis le gars qui m'avait donné ma première chance à Just for Laughs, il est rendu, c'est lui le directeur de Netflix Humour à cette heure. Tu sais, c'est un Montréalais que Robbie Pro, que tu regardes toutes les Netflix specials, tu sais, de Seinfeld à Chappelle à Jimmy Carr, tout le monde, c'est tout le temps lui, le premier nom, produced by Robbie Pro. Fait que c'est un gars qui m'aime. Mais, puis là, fait que moi, je me disais, s'il m'aime, ça va être facile de pogner un special. On l'a appelé, puis là, on a pitché l'idée, un special français, puis un special anglais qui sortirait le même jour avec le même show, mais dans 2 langues. Puis là, on s'est dit, il va le prendre. Mais là, lui, tu sais, il est en train de négocier des Dave Chappelle puis des Louis C.K. Fait qu'il s'en calisse de moi pour l'instant. Fait que là, mon but, c'est je vais juste
produire le show moi-même, puis on va leur amener, puis on va faire, tu le veux-tu? Puis s'il le veut, tant mieux, je vais être super content. Puis s'il le veut pas, je vais le mettre sur, je vais peut-être aller voir un de leurs compétiteurs ou, tu sais, peut-être la télé ou peut-être juste YouTube. Mais moi, j'ai un de mes amis qui a fait ça, que lui aussi, Robbie, il l'aimait beaucoup. Puis là, il m'avait dit, c'est lui qui m'avait découragé un peu. Il avait dit, moi, j'ai rencontré Robbie, puis il a dit, il est pas intéressé dans mon special. Fait que j'ai fait, c'est plate. Mais lui, il a produit lui-même son special, puis là, son special, il est sur Netflix. Fait que... c'est ça. Fait que un chemin ou un autre, là. Ouais, c'est ça. Tant que ça se rend. Ouais. Parce que moi, comme, vois-tu, l'affaire, je disais, là, de Saint-Cyr, je voyage beaucoup. Puis je fais des shows beaucoup. Puis avec mon trophée, ça m'a aidé à remplir les salles, mais ça peut pas durer longtemps. Fait que ça me prend une chose crédible. Parce que j'aime ça voyager, j'aime ça jouer ailleurs. Mais je veux que mes salles soient pleines. Fait que ça me prend quelque chose comme un Netflix. Parce que là, pour l'instant, des fois, j'arrive dans un marché, puis si le promoteur il est super bon, je suis plein. Puis sinon, je joue devant 11 personnes, puis là, le promoteur me fait filer cheap, je veux plus vivre ça. C'est ça. Je veux travailler dans une belle salle, puis pour ça, je pense Netflix, c'est la meilleure façon. Okay. Ça, c'est professionnellement. OK. Humainement, j'ai juste de continuer ce que je fais, j'aimerais ça garder le beat, de pas une semaine par mois de travailler, là, mais tu sais, de prendre le temps. Vois-tu, comme là, de Saint-Cyr, j'ai décidé de retravailler plus, mais vois-tu, demain, je pars pour la Floride pour la semaine. Je reviens vendredi. Samedi, je m'en vais à Buffalo pour voir une game de foot. Puis après, la semaine d'après, je m'en vais à New York pour voir Georges Saint-Pierre, puis après faire des podcasts puis des shows. Puis j'aimerais ça que ma vie soit ça, tu sais, que voyager. Certaines diversités, puis voyager plus. Que ma vie soit le fun, tu sais. Parce que là, tu sais, j'ai pas d'enfant, puis fait que, tu sais, l'argent que j'aime mieux la dépenser sur des voyages, puis me rendre heureux. Moi, ça me rend heureux, des voyages. T'as-tu été longtemps victime du travail, dans le sens, est-ce que tu t'as donné un coup longtemps où tu te sentais mal si t'écrivais pas, mettons, 8 heures par jour, je dis un chiffre, là, mais est-ce que, excuse-moi, à un moment donné, t'étais toujours dans vouloir produire? Ben, moi, c'était pas tant dans l'écriture et la création, mais c'était le nombre de shows. Okay. Moi, je sais pas pourquoi, un moment donné, je m'étais dit, je veux faire 400 shows par année. Puis c'était important pour moi. Je voulais faire 400 shows par année. Puis là, je le faisais. Puis après un bout de temps, j'étais comme, sans crise de 400. On s'en fout de si je fais 20 shows par année ou 1000, tu sais. Mais je me mettais une pression stupide. Comme l'année passée, j'ai fait Édimbourg, puis je m'étais dit avant d'aller à Édimbourg, je veux faire 100 shows dans mon mois. C'est ça mon but. Comment tu fais? 400 shows puis t'avais pas de vacances? Mais 400 shows, j'aimais jamais des vacances. Mais je prenais un mois off. Fait que oui, j'avais des vacances. Okay. Mais après ça, je travaillais comme 260 jours sans, tu sais, pas de journée off, là, tu sais. Mais, tu sais, veux pas, tu t'habitues à tout, tu sais. OK. Tu sais, c'est pour ça, quand tu vas dans un pays pauvre, puis tu vois le monde dans des conditions où tu fais, on tabarnak, pas juste comment ils font vivre de même, mais comment ils font survivre en buvant si peu d'eau, en mangeant si peu, mais le corps s'habitue. Puis moi, je m'étais juste habitué à faire des shows tout le temps. Puis en même temps, tu sais, moi, je suis quelqu'un que, tu sais, quand les premières fois j'ai voyagé, puis c'est nouveau depuis une couple de mois que je sors le jour, tu sais. Mais je me trouvais pathétique, tu sais, pour garder mon énergie pour le show le soir. Quand j'étais en Chine, j'étais à 11 minutes de la muraille là, de Great Wall of China. Ouais. Là, ils ont dit, ça te tente-tu? J'ai fait, non, j'aime mieux juste relaxer pour pas être fatigué pour le show. Okay. Mais fait que ma vie était juste pour le show. Puis là, tu sais, je le regrette, c'était tabarnak. J'étais à 11 minutes d'une des merveilles du monde. Puis j'aimais mieux regarder Netflix avec mon VPN changer, tu sais.
Guillaume, on est rendu au segment. Oui. Je sais pas si tu avais eu le mémo, mais on avait... Oui, je l'ai eu, mais j'ai rien pensé. Ben, écoute, t'en as posé quand même quelques questions pendant cette entrevue-là, parce que l'objectif, c'est de voir est-ce qu'un artiste a une question en tête sur un comportement ou tout ça. Alors, il y a eu quand même... J'aurais une question. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai vécu une crise de la quarantaine. Mais j'ai remarqué, moi, ma blonde a vécu une crise de la quarantaine. Puis en parlant des amis, on dirait, j'ai l'impression que maintenant, ça l'affecte plus les femmes que les hommes. Puis je me demandais juste, c'est juste moi qui pense ça, vu que moi, j'en ai pas eu. Fait que je pense que les hommes en ont pas, ou c'est quelque chose qui existe encore, ou c'est-tu, là, c'est une crise de la cinquantaine, vu qu'on vit plus longtemps? C'est ça ou? Ta question, c'est, y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes pour ça? Ben, pour ça, puis est-ce que ça frappe tout le monde? Parce que moi, j'en ai pas eu, ou j'ai pas l'impression. Je n'ai eu, mais je vais peut-être m'acheter une décapotable en partant d'ici. Jaune. Il y a pas vraiment de différence significative entre les hommes puis les femmes. Il y en a qui ont, il y en a qui ont typiquement une crise à un certain moment de leur vie, quarantaine. Il y en a qui la sentent pas, tout simplement. Ça continue. Il y en a que ça frappe à 50. OK. Je te dirais que les choses, en gros, là, ce qui crée, on va le ramener un petit peu. Tu devrais le mettre dans le générique. Ah, il va l'être. C'est le pire figurant. C'est pour ça, là, j'ai de comprendre pourquoi t'as mis l'oiseau au lieu du chien. Oui, comme décor. Globalement, là, ce qui fait des crises, c'est qu'à un moment donné, le cerveau, il tolère plus les affaires que tu t'es pas occupé jusqu'à date dans ta vie. OK? Dépendamment de ta capacité à éviter ta propre réalité, éviter tes émotions, tu vas pelleter en avant, puis ça, tu vas être capable de repousser ça, puis d'attendre. Mais si, c'est comme une carte de crédit, si t'en as trop d'accumuler, à un moment donné, le huissier passe. OK. Donc, une crise, plus tu la repousses dans le temps, plus elle va être puissante. Fait que moi, techniquement, ce que j'ai vécu, c'est une crise de la quarantaine, tu sais. Pas nécessairement, parce que je connais pas tout ton petit dossier, là. Genre, ça parle, c'est-tu la première fois que tu avais vécu ça? Non, je n'avais, j'avais déjà vécu ça, mais j'aimais lourd comme là. OK. Là, j'avais l'impression que c'était lourd. Les autres fois, c'était comme un petit down, mais là, c'était plus... tu sais, j'avais l'impression de tout le temps avoir du poids, ses épaules sur le chest. Ouais. Ben c'est ça, tu sais, souvent, les gens, ils font la différence entre un burn-out et une dépression, c'est la même affaire. OK. Le monde pense, ça, c'est le travail. Le cerveau, il sait pas le travail, pas le travail, là. C'est des charges émotionnelles, des charges cognitives, des charges mentales que tu traînes toute la journée. C'est pas, il y a pas de différence entre un burn-out et une dépression, mais c'est une accumulation d'impuissance. OK. Et quand ton cerveau, il vit de l'impuissance trop longtemps, ta sérotonine crash. Et c'est là que tu sens que tu n'as plus de ressources énergétiques. OK. Donc, c'est là que ça arrive. C'est quand tu te sens sur une période prolongée, impuissant trop longtemps. Fait que l'impuissance, ça met le cerveau KO, finalement. Tu es capable d'en tolérer un petit peu, mais quand tu as trop de défis qui t'affectent trop émotionnellement, puis tu sens que tu n'as pas le contrôle dessus, tu es victime de l'environnement, puis tu essaies de te sortir de là, puis à un moment donné, le cerveau, il est plus capable de sécréter assez de sérotonine. OK. Et c'est là qu'on crash. Puis y a-tu, mettons, pour le monde, que y a-tu moyen de prendre des injections de sérotonine ou des pilules ou Oui, ça s'appelle un antidépresseur. OK. Antidépresseur. C'est une question innocente. Ça sert à augmenter le pool de sérotonine entre deux neurones, entre les neurones. Fait que tu le stimules artificiellement. Mais si ton impuissance globale dans ta vie, dans ta façon de concevoir les choses, dans tes choix reste élevée, même si on augmente un peu la sérotonine, tu fais juste arrêter les médicaments, tu vas recrasher en même place comme la plupart des gens. Ils recrashent après. C'est juste retardé. C'est retardé. Si t'as réussi à surfer avec une petite bouée de plus, mais... C'est de prendre l'antidépresseur, après ça, de te prendre en main, d'essayer de trouver... Ben, il faut réfléchir. Faut réfléchir sur ta vie au complet, sur qu'est-ce que tu veux faire. Ça rejoint un peu ce que tu disais. Tu disais, ouais, mais c'est quoi qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend pas heureux? C'est quoi le dosage des choix que tu fais? Comment tu administres ton monde? Fait que si t'es médicamenté, tu dois pas prendre le temps de penser à ça, vu que tu le réalises pas que ça va pas bien. Exactement.
Et les gens qui sont constamment dans des downs, des fois des petits ou de moins des gros, c'est ceux qui n'ont pas le bon processus réflexif à la base. Et donc, la vie représente pas ce qu'ils veulent vraiment vivre. Fait qu'ils sont tout le temps en train de se battre sans arrêt. Mais à un moment donné, le cerveau, il n'y a plus de jus, là. C'est pas infini, là, l'énergie du cerveau. OK. Ouais. Ben, c'est une bonne question parce que c'est des questions qui reviennent souvent sur comment ça fait je me sens comme ça, puis qu'est-ce qui fait en sorte que les downs arrivent, puis les crises, etc. Mais les crises, ça peut arriver à certains moments, mais juste là, quand on a des émotions qu'on se sent pas bien, tout de suite, il y a un premier flag qui doit arriver, tu dis, ben là, faut que je m'occupe de tout ça, là. Mais les gens font pas ça, ils font, ben non, je m'en fais pour rien, là, juste me faire du fun, juste relaxer. Non, relaxer, ça donne pas des solutions. Donc, il faut réfléchir à mettre en place un design de vie qui te donne l'énergie en retour, au moins également dans ce que tu investis comme énergie. Okay. Si tu investis de l'énergie, puis ton design de vie t'en redonne pas, compte ton temps. Donc, en gros, c'est ça. Là, ça va couper, on me dit, dans combien de temps? Il nous reste combien de temps? 1 minute? 1 minute. Okay. Hey, parce que Chuck, t'as-tu le temps de le faire ou? Ben, je suis allé sur classmates.com puis j'ai trouvé ta classe. Ah ouais? De 84? Québec High School? Moi, par exemple, c'était secondaire 1 en 84. Ah, ok, non, c'est finissant en 84. Mais on va s'en reparler plus tard parce que là, il faut terminer la vidéo. Mais je peux te sortir ça, il n'y a pas de problème. On regardera ça off-cam, là, ça coupe dans 30 secondes, là. OK. Hey, mais merci infiniment, Mike, d'être passé. Merci beaucoup. Moi aussi. C'était le merci podcast. Merci de l'authenticité. C'était ça qu'on voulait, un Real Talk. Je pense que c'était la preuve du Real Talk. Ouais. Puis, écoute. C'est ça. C'est rare que je mens, mais quand je mens, ça l'aide ma carrière. Ça, il répète pas ça. Non, il est plus là, il est parti, mais il le répétera pas. Merci d'avoir été là. C'était l'épisode 2 de Répète pas ça, le podcast. Restez des nôtres. La semaine prochaine, on revient avec un autre invité.